Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez le premier épisode de la revue d'actualité Money Radar Crypto. Cette émission a pour but de vous donner les clés nécessaires à la compréhension de l'écosystème crypto. Aucune des informations évoquées ci-après ne doivent être interprétées comme un conseil financier ou une prédiction. Nous vous invitons à faire vos propres recherches et à user de votre sens critique. L'idée derrière ce format est la suivante. Au lieu de vous faire la liste d'une myriade de nouvelles hétéroclites, nous avons choisi de couvrir un nombre restreint de sujets que nous estimons être d'importance pour comprendre la situation actuelle des marchés. Voici les sujets que nous allons couvrir aujourd'hui. Alors tout d'abord et principalement, on va parler des conditions terribles dans lesquelles le marché se trouve aujourd'hui et notamment du cas de l'implosion de l'écosystème Luna, de la stablecoin Terra et du carnage en général qu'on a pu voir sur les marchés pendant ces derniers jours. Donc on va essayer on va parler de ce qu'on pense être la cause de ces choses-là, comment est-ce que ça s'est passé exactement, faire un post-mortem de la situation. Et ensuite, on va remonter un peu plus dans le temps et parler de ce qui a provoqué la baisse générale des marchés, c'est-à-dire le relèvement des taux la semaine dernière par la banque américaine qui a précipité la chute des actions du Nasdaq, du S&P 500 et par extension d'autres actifs qui sont très corrélés aux actions, notamment les crypto-monnaies. Ensuite, on parlera de Yuga Labs qui ont lancé leur NFT la semaine dernière sur Ethereum, la NFT Otherside. Et on va parler de ce lancement qui est le plus gros lancement de NFT qui a eu lieu jusqu'ici et des diverses implications de ce lancement pour la blockchain Ethereum et pour le futur des NFT en général et de cette entreprise en particulier. Et enfin, on finira en parlant d'un sujet géopolitique, c'est-à-dire l'adoption en tant que monnaie nationale officielle du Bitcoin par la République centrafricaine à la fin du mois d'avril 2022. Donc on commence tout de suite avec le Luna. Bon, ce crash du Luna qu'on a pu voir au cours des derniers jours, au cours des dernières heures, c'est un véritable cataclysme dans l'écosystème crypto. C'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse destruction de valeur qu'on ait vue, enfin en tout cas de valeur qui s'est volatilisée en quelques heures puisqu'on a perdu des dizaines de milliards. Certains parlent de 40, voire 50 milliards si on additionne la baisse des capitalisations boursières totales du token Luna et du token UST qui est donc la stablecoin rattachée à Luna qui n'est plus très stable d'ailleurs. C'est un cas de figure qu'on peut comparer à BitConnect, même si, étant donné que l'écosystème crypto maintenant est beaucoup plus large, beaucoup plus mature, en termes d'échelle, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a vraiment des pertes gigantesques. Il y a des gens qu'on peut voir sur Twitter ou sur Reddit qui ont des pensées suicidaires. Donc vraiment, il faut avoir de l'empathie pour ces gens-là. Si vous-même vous avez été impacté par des grosses pertes sur l'écosystème Luna, sachez que l'équipe de Money Radar est de tout cœur avec vous et que perte de capital n'est pas fatale. Et donc, on espère que vous saurez faire la part des choses, vous en sortir et garder en tête le fait que l'écosystème crypto, bien que le fait d'être dedans tous les jours et de suivre des informations peut nous pousser à penser qu'on est en sécurité et ça peut devenir une habitude, qu'on est quand même dans un domaine extrêmement risqué. Dans ce cas précis du Luna, quelque chose qui peut venir en tête, c'est cette parabole de l'économiste Nassim Taleb, qu'il a lui-même emprunté au philosophe Bertrand Russell, et qui est la parabole de la dinde de Noël. En tout cas, c'est comme ça que moi je la traduirais, où en fait il parle d'un paradoxe. Plus les agents dans un système sont certains de la sécurité de ce système, plus paradoxalement ce système court de risques et de risques d'implosion. C'est ce qu'il appelle le problème de l'induction. Donc typiquement, voici la parabole. C'est l'histoire d'une dinde qui est nourrie tous les jours par un éleveur. Et donc chaque jour, la dinde attend impatiemment l'éleveur qui vient lui apporter des graines. Et chaque jour, la certitude de la dinde que l'éleveur est gentil et qu'il veut son bien augmente, puisqu'elle se dit, vu qu'elle a de plus en plus de données, elle se convainc progressivement que la probabilité que l'éleveur lui veuille du mal est de plus en plus réduite, puisqu'il revient tous les jours. Jusqu'au jour où la veille de Noël arrive et que l'éleveur vient non pas avec des graines cette fois, mais avec un couteau pour égorger la dinde et en faire un repas de Noël pour toute sa famille. Et donc ça, c'est typiquement le problème de l'induction, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on a pu voir avec Luna, c'est qu'en fait, plus le système perdure, plus les acteurs de ce système sont convaincus qu'il va durer toujours.
c'est-à-dire que chaque jour de plus tend à accroître la confiance des utilisateurs dans le protocole, mais que finalement, s'il y a des problèmes fondamentaux avec le protocole, un jour ou l'autre, le protocole va faillir, va exploser, et les gens seront d'autant plus surpris que le protocole est ancien. Donc évidemment, beaucoup de gens aujourd'hui disent crash sur les lunatics, donc les gens qui croyaient dans Luna et disent que c'était un schéma de Ponzi, que c'était couru d'avance et tout ça. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, mais c'est toujours facile de dire des choses comme ça avec du recul. Et même s'il y avait pas mal de drapeaux rouges, c'est-à-dire même s'il y avait des faisceaux d'indices qui tendent à indiquer que effectivement les 20% ou quasi 20% de yield sur Anchor c'était pas quelque chose qui pouvait durer dans le temps. Même si le fait que ce soit une stablecoin algorithmique, donc une stablecoin qui ne repose pas sur de la collatéralisation, mais qui repose sur un mécanisme de stabilisation des prix sans être adossé sur une valeur de la finance traditionnelle ou sur une valeur de la crypto-monnaie, eh bien on doit avouer que même nous, ici, chez Money Radar, on a été vraiment surpris par la vitesse et la brutalité de cette chute, de ce crash. En quelques heures, on a vu un token qui avait une valeur de presque $100. Donc je crois qu'avant le crash, ça tournait autour de $85, entre 80 et $85. Quelques semaines avant, on était à $120. Qui soit tombé à une poignée de centimes en quelques heures, en quelques jours, c'est vraiment quelque chose de choquant. Et on peut comprendre qu'on ait beaucoup de gens aujourd'hui qui soient dans le déni. Et donc on leur souhaite d'avoir de la force et du courage pour surmonter cette épreuve. Mais bon, maintenant parlons de ce qu'on pense qui s'est vraiment passé dans le cas de Luna. Et même s'il y a beaucoup d'ironie sur Twitter aujourd'hui, de gens qui critiquent Do Kwon, le leader de Luna, pour ses propos qui ont été parfois fanfarons et désagréables, et qui critiquent aussi les lunatics, donc les fans de Luna, pour leur comportement parfois douteux sur les réseaux sociaux, eh bien, on ne peut pas vraiment leur souhaiter la situation actuelle, on ne peut pas leur souhaiter ce qui leur arrive. Mais bon, passons maintenant aux explications qu'on peut fournir. Comment est-ce que ça s'est passé vraiment? Est-ce qu'on peut faire un post-mortem? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul encore sur la situation, que c'est pas tout à fait clair, que ce qui s'est passé n'est pas encore tout à fait clair, qu'on aura probablement sans doute de nouveaux éléments dans les jours à venir. Donc ce que je vais dire, il faut le prendre avec des pincettes. Mais il semblerait qu'il y ait eu une attaque coordonnée sur Luna, qui soit inspirée, ou en tout cas qui ressemble, qui soit semblable à l'attaque du British Pound, de la livre anglaise, menée par George Soros en 1992. Donc en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que George Soros, voyant que le Premier ministre anglais de l'époque, John Major, comptait aligner sa monnaie sur les autres monnaies européennes, dans un système d'alignement des monnaies européennes qui précédait l'euro, voyant ça, en fait, il a accumulé subrepticement, au cours d'un certain temps, une quantité énorme de livres sterling, et il a profité d'une déclaration qui pouvait être vue comme de la FUD, donc qui pouvait être vue comme remettant en cause la stabilité de la livre, pour en fait shorter massivement la livre, donc c'est-à-dire l'emprunter pour pouvoir la vendre, et ensuite commencer à lâcher de la livre sur le système pour créer une panique bancaire, et ensuite collecter pour lui, ce qui a représenté des gains avoisinant le milliard de livres, mais qui ont causé par ailleurs la perte de 3,3 milliards de livres sterling pour le contribuable anglais, dont d'ailleurs, qui est une perte catastrophique dont ils ont mis des années à se remettre, et qui explique encore aujourd'hui leur défiance par rapport à l'euro et au système européen monétaire, au système globalisé qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé avec le Luna, il y a beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé. L'ironie du sort, en fait, c'est que l'une des annonces qui a été considérée comme la plus bullish par Do Kwon, le leader du protocole, a probablement été le vecteur de l'attaque. Donc cette annonce, en fait, ça a été celle de collatéraliser le Luna au Bitcoin et d'acheter une grande quantité de Bitcoin. Comment est-ce que ça s'est fait, en fait? Eh bien, il semble qu'on ait un acteur encore inconnu, mais très fortuné, ou alors plusieurs acteurs très fortunés et mal intentionnés, qui ait acheté OTC, donc Over the Counter, une grande quantité d'UST, de Terra. Donc en fait, la particularité de l'achat over the counter, c'est que ça ne bouge pas les marchés, puisqu'on ne fait pas d'achat sur les marchés, mais on fait un achat en parallèle. Donc après avoir accumulé cette grande quantité d'UST, cette personne, cet acteur a shorté le Bitcoin. Donc c'est attendu à une descente massive du Bitcoin, ce qui de toute façon était déjà le cas en raison de la conjoncture actuelle sur le marché. Et ensuite, cet acteur a attendu le bon moment, c'est-à-dire qu'en fait, sur Curve, donc qui est l'un des plus gros protocoles de DeFi, qui permet d'échanger une stablecoin pour une autre, en fait, le protocole Terra était en cours de migration d'une pool à une autre, la 3 pool vers la 4 pool, et donc du coup, en fait, il y avait un moment de vulnérabilité
où la somme nécessaire pour dépeg, donc c'est-à-dire pour faire perdre l'alignement du Terra avec le dollar, la somme nécessaire à cette action était largement plus faible, était en millions au lieu d'être en milliards. À ce moment-là, cette personne a échangé une énorme quantité de Terra contre de l'USDC, ce qui a créé une baisse du Terra qui, au lieu de valoir 1 dollar, s'est mis à valoir 98 centimes. Donc les gens, à partir de ce moment-là, ont commencé progressivement à paniquer, ont commencé à sortir leur monnaie de Anchor. Donc là, on parle vraiment encore de petites sommes. Les perturbations étaient encore légères à ce moment-là. En même temps, il y avait des pressions à la baisse sur tout le marché avec une énorme baisse du Nasdaq, du S&P 500 qui faisait baisser toutes les cryptos et notamment toutes les altcoins parce que le Bitcoin en général jouit d'une meilleure confiance. À ce moment-là, il y a un des premiers mécanismes de défense de LFJ, donc qui est la Luna Foundation, qui a commencé à se mettre en marche. Donc il y a des dizaines de milliers d'Ethers qui ont été déployés progressivement par un smart contract pour stabiliser le prix du Terra. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'attaquant a créé une deuxième attaque sur Binance en faisant une vente de 650 millions en Terra, ce qui a commencé à créer une spirale de la mort. Donc en fait, une spirale de la mort, Death Spiral, c'est ce qui se passe dans le cas d'une stablecoin algorithmique, comme typiquement Iron Finance, où en fait, il y a une perte de confiance à la fois dans la stablecoin, donc en l'occurrence ce serait Terra, et dans le jeton qui est associé et qui sert à le stabiliser, donc en l'occurrence ce serait Luna. C'est un gros problème qui peut s'amplifier et qui peut arriver un petit peu comme un effet Larsen quand en fait les deux tokens qui sont censés se stabiliser font tous les deux l'objet d'une perte de confiance et où ils sont vendus simultanément. Donc en fait à ce moment-là les gens commencent vraiment à paniquer, à retirer leur argent de Anchor. Ils commencent à vendre leur UST à perte, ils commencent à vendre leur Luna. Il y a des acteurs opportunistes qui se mettent à shorter massivement l'UST et le Luna en espérant qu'ils continuent à tomber, parfois en utilisant des effets de levier. Donc ça aussi, ça crée une énorme pression à la baisse sur le token puisque shorter, en fait, c'est emprunter et vendre. Donc ça crée une énorme pression. Do Kwon, à ce moment-là, a été donc le leader charismatique, on pourrait dire, du protocole Luna qui avait été bien silencieux, annonce un plan de secours, mais le plan de secours n'est pas... Enfin, quand il arrive, quelques heures plus tard, les gens sont vraiment en panique et le plan de secours n'est pas très convaincant. En plus, il y a une nouvelle information qui est sortie pile poil au bon moment, donc ça c'est aussi quelque chose qui est quand même assez curieux et assez intéressant. On apprend que Do Kwon était sous pseudonyme aussi le fondateur d'un projet stablecoin qui s'appelle Basis Cash qui a failli. Donc les deux fondateurs c'était Rick et Morty, inspiré par la série télévisée, et lui c'était Rick. Et en fait c'est le fait que cette information sorte à ce moment-là, c'est quand même assez intéressant. Enfin bref, donc le plan de secours n'est pas très convaincant parce qu'en fait il propose certaines modifications au niveau du protocole, mais qui sont pas en mesure d'endiguer la spirale qu'on voit sur Terra Luna. Enfin, on arrive à un moment où en fait le market cap, la capitalisation totale boursière de Luna est inférieure à celle du Terra. Donc ça veut dire que concrètement, même si le token Luna est dilué à mort, qu'il est dilué complètement, on pourrait pas restaurer la valeur du Luna. Et aussi dans son plan, il y avait l'idée de demander à des venture capitalists, donc à des firmes d'investissement dans la crypto, de leur demander une aide financière pour pouvoir faire remonter l'UST pour restaurer l'alignement avec le dollar. Le problème, c'est que cette aide viendrait trop tard, ne serait pas forcément suffisante, et qu'en plus, il propose des énormes avantages à ces firmes. Il est bien obligé d'avoir un pouvoir de négociation. Donc bref, le marché ne semble pas avoir beaucoup cru dans l'efficacité de ces mesures, et donc ce qu'on voit, c'est un Luna qui a fait une chute vraiment vertigineuse. Et évidemment, il y a des personnes qui en profitent, puisque comme certains l'avaient dit sur Twitter, la réaction de la finance institutionnelle et de la politique n'a pas tardé, puisque l'une des secrétaires au Trésor américain, Janet Yellen, qui est aussi une économiste, en a profité pour montrer à tout le monde l'exemple de Terra Luna comme la raison pour laquelle elle considère que les stablecoins sont un risque pour la stabilité financière, en oubliant que en termes de mécanisme, en termes de fonctionnement et puis aussi en fonction de beaucoup d'autres facteurs, il y a une énorme différence entre une stablecoin collatéralisée comme le BUSD ou l'USDP, une stablecoin qui est collatéralisée par des cryptos comme le DAI, même si bon, dans le cas du DAI elle est aussi collatéralisée par de l'USDC, mais bref, et une stablecoin algorithmique plus spéculative qui ressemble à un schéma de Ponzi par certains aspects,
comme le Luna. Donc voilà ce qu'on sait à peu près du Luna pour l'instant. On espère que vous n'avez pas été trop impacté. Si vous l'êtes, on vous souhaite bonne chance. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le futur des stablecoins algorithmiques, il y en avait plusieurs qui ont été déployés par les derniers mois, notamment par Justin Sun de Tron et d'autres. Leur futur est très compromis. Et en tout cas, le niveau de confiance dans ces technologies-là en a pris un coup et ne va sans doute pas remonter dans les mois, voire les années à venir. Comme l'a dit le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, le moment où on juge de la stabilité, de la confiance qu'on a dans une stablecoin, c'est pas quand on a une mer d'huile, mais c'est vraiment quand on a une grosse tempête. Et là, on peut voir vraiment la confiance ou le manque de confiance des investisseurs dans une technologie ou dans une autre. Un autre risque pour Luna, qui celui-là n'est pas avéré, pour l'instant ça ne s'est pas encore produit et ça ne se produira peut-être pas, mais en fait à voir avec le fait que le token soit tellement dilué et qu'il ait perdu tellement de sa valeur qu'en fait aujourd'hui il est plus facile que jamais d'attaquer la blockchain. Un acteur mal intentionné et aussi très fortuné pourrait acheter une majorité du supply de Luna et donc avoir 51% du pouvoir de gouvernance, ce qui pourrait mener cet acteur à créer une attaque sur la blockchain en la modifiant unilatéralement. Donc ça aussi c'est un risque, on espère qu'il ne va pas se produire, mais c'est un risque additionnel qui s'ajoute aux autres qu'on peut voir actuellement sur la blockchain Luna. Selon l'investisseur crypto Jordi Alexander, le Luna a des caractéristiques d'un schéma de Ponzi. Alors selon lui, le schéma de Ponzi c'est un spectre, donc c'est-à-dire que d'un côté on a vraiment des arnaques du début à la fin, et de l'autre côté on a des protocoles qui cherchent à bien faire, qui cherchent à marcher, mais qui sont dans une dynamique qui n'est pas durable, dont ils cherchent à sortir progressivement au fur et à mesure. Et c'est dans ce cas-là qu'on a eu Luna, et probablement que si on n'avait pas eu cette situation, cette conjoncture très mauvaise au niveau des marchés, probablement que Luna existerait encore, marcherait très bien, et que certains seraient convaincus de son infaillibilité. Par certains aspects, ça rappelle en fait le système de Bernard Madoff, qui lui aussi était comparable en termes de pertes. Il me semble que là pour Luna, on tourne autour de 40-50 milliards, pour Madoff c'était 60 milliards. Et en fait, Madoff, son système, son schéma de Ponzi a très bien fonctionné jusqu'en 2008, quand il y a eu la crise économique et que les gens cherchaient à récupérer leur argent en masse, quand on a eu une panique bancaire comme on a vu sur Luna. Mais avant ça, les gens déposaient leur capital, touchaient leurs intérêts et étaient très contents de le faire, et pouvaient même récupérer leur capital dans certains cas. Il y a des gens qui se sont énormément enrichis avec Madoff. Pour parler plus spécifiquement de cette conjoncture économique difficile, elle semble être liée, en tout cas selon The Economist, le magazine anglais, directement au relèvement des taux par la Banque centrale américaine la semaine dernière. Donc comme vous ne l'ignorez sans doute pas, la Banque centrale a relevé ses taux directeurs de 0,5% la semaine dernière pour lutter contre la pire inflation depuis 40 ans, ce que The Economist appelle l'inflation d'une génération. En faisant ça, la Banque centrale américaine suit une dynamique qui a été lancée par la Banque centrale australienne et la Banque centrale anglaise, britannique, il y a quelques mois pour lutter contre l'inflation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la Banque centrale européenne est jusqu'ici absente de cette dynamique, ce qui peut sans doute s'expliquer par la situation assez délicate dans laquelle l'Union européenne se trouve actuellement, la zone euro se trouve, puisque certes, il y a eu beaucoup d'inflation monétaire créée pour lutter contre la crise du Covid et les impacts économiques de cette crise, mais on s'attend aussi à ce qu'il y ait besoin de créer de la liquidité, de continuer d'en créer pour lutter contre l'augmentation des prix et la raréfaction des matières premières causées par la crise en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie. De manière générale, on constate que sur le marché, il y a un pessimisme assez généralisé. On a peur de la récession, d'une augmentation du taux de chômage. On a peur aussi que certaines entreprises, voire certains États fassent défaut, et que ces défauts puissent potentiellement créer un effet domino, parce que certaines entreprises, certains États, parfois certains particuliers détiennent de la dette d'autres États, entreprises ou particuliers, et donc du coup que ça parte en spirale là aussi. Donc, ce qui n'est pas très encourageant, d'autant plus qu'on considère que ces mesures, même si elles sont considérées comme assez brutales, assez drastiques, ne parviendront sans doute pas à endiguer l'inflation réelle, qui est difficile à estimer, mais qui est sans doute extrêmement élevée. Le président américain Joe Biden a dit qu'il fallait probablement s'attendre à avoir des pénuries et des ruptures de la chaîne d'approvisionnement. Donc on peut s'attendre à ce que ces mauvaises nouvelles soient malheureusement en deçà de la réalité, en deçà de ce qui nous attend. Bien, maintenant on va parler de Yuga Labs, une entreprise phare
peut-être la plus connue du secteur des NFT, et qui a lancé Otherdeed, sa NFT, la semaine dernière, qui a à voir avec le Metaverse Otherside, le Metaverse Play to Earn, donc en ce sens qui ressemble à Axie Infinity, qui compte lancer dans les prochains mois. Alors cette entreprise Yuga Labs, elle est notamment connue pour avoir créé les BAYC, donc les Bored Ape Yacht Club, qui sont aujourd'hui la plus grosse NFT par capitalisation boursière totale, donc qui est estimée à 1,5 million d'Ethers, donc qui encore il y a quelques jours valait 4,2 milliards de dollars, mais qui aujourd'hui a beaucoup baissé à cause de la conjoncture du marché. Ces Bored Apes, vous les connaissez sans doute, c'est 10 000 singes qui sont dans différents contextes et qui ont différents accessoires, qui ont été vendus, dont on a beaucoup parlé en 2021 et qui ont été notamment achetés par des stars comme Justin Bieber, comme Paris Hilton. Et cette boîte Yuga Labs possède aussi les Macy's, donc qui sont les Mutant Apes, qui sont liés aux Bases, et a récemment fait l'acquisition des droits intellectuels sur les CryptoPunks, qui est aussi l'un des plus gros projets NFT par capitalisation, et l'acquisition des droits sur les MeBets. Donc ce mint des Otherdeed, qui sont une clé qui permettra aux utilisateurs de détenir des terrains dans leur métaverse, ce mint a battu tous les records par plusieurs multiples. Le prix par NFT était de 305 Ape, Ape étant la crypto-monnaie qu'ils ont créée il y a quelques mois, donc ce qui correspondait au moment de la vente à 58 000 $ par NFT, et ils en ont vendu pour 561 millions en 24 heures. Comme quoi les gros projets NFT, et les gros, j'insiste sur ce point, pas les petits, ne connaissent pas la crise. Donc cette vente exceptionnelle a créé un engorgement de la blockchain Ethereum et a causé une guerre du gaz. Alors les gaz, c'est les frais sur la blockchain Ethereum qui sont déjà décriés comme étant très hauts. Ces frais sont structurés avec, selon plusieurs catégories qui changent en fonction des mises à jour. Mais là, en l'occurrence, les sous-frais qui ont vraiment fait monter qui ont fait monter le prix total des transactions, ça a été les frais de priorité qui ont été multipliés parfois jusqu'à 100. Donc on a eu jusqu'à 4 000 $ de frais pour une seule transaction dans certains cas. Donc déjà que pour certains c'était un problème et que pour beaucoup de personnes c'est une raison pour privilégier soit des Layer 2 sur Ethereum, soit d'autres Layer 1 comme Solana ou comme Polkadot. Là on a vraiment une explosion de colère et de frustration par certains utilisateurs qui n'avaient juste tout simplement pas les moyens d'acheter la NFT qu'ils visaient, ou alors qui ont dû débourser des sommes beaucoup plus grandes, ou alors même dans certains cas qui ont payé les frais mais leur transaction a échoué. Et donc dans ce dernier cas, Yuga Labs a offert quelques jours plus tard de rembourser les frais de transaction. Cette situation a aussi mené à des débats animés sur Twitter entre différents développeurs, certains disant qu'il aurait été facile de minimiser les frais causés par cette vente en faisant quelques petites modifications dans les smart contracts. Mais ceux-ci ont été contredits par le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, quelques heures plus tard, qui a dit que c'était pas si simple que ça de minimiser les frais. Certaines personnes sont même allées jusqu'à s'interroger si Yuga Labs n'avait pas fait exprès d'engorger et de boucher la blockchain Ethereum parce qu'en fait, ils ont proposé autour de la date du mint, de lancer leur ApeCoin, non pas en tant que token sur Ethereum, mais en tant que Layer 1 à part entière, donc séparé. Mais nous pensons chez Money Radar que ces accusations ne sont pas fondées. En tout cas, ce qui peut être dit et ce qui est à peu près sûr, c'est que Yuga Labs se servent de leur célébrité, de leur notoriété comme d'une poule aux œufs d'or, qu'ils sont en train d'opérer, ils opèrent sur tous les plans, ils créent leur crypto-monnaie, ils créent un DAO, ApeDAO, maintenant ils sont en train de créer un Metaverse Play to Earn. Donc en fait, ils sont en train vraiment de capitaliser sur le fait qu'ils soient connus, sur l'appât du gain de certains investisseurs, mais il faut rappeler que la plupart de ces projets-là faillissent, que ce n'est pas du tout simple, que l'effet d'aubaine et que la notoriété est priced in, c'est-à-dire qu'elle fait partie du prix, et qu'il faut faire très attention avec tous ces... Il faut faire vos recherches et il faut faire extrêmement attention si vous comptez allouer une partie de votre capital à ces actifs extrêmement spéculatifs. Passons maintenant à la troisième nouvelle de la journée, un peu plus positive, un peu moins lugubre, on espère en tout cas. C'est l'adoption par la République centrafricaine du Bitcoin comme monnaie officielle. Donc comme vous le savez sans doute, en septembre 2021, El Salvador, le pays sud-américain, a adopté le Bitcoin comme devise officielle. Ils lui ont donné un cours légal. Et maintenant, depuis le 26 avril 2022, c'est au tour de la République centrafricaine de faire de même. Le président Faustin Archange Touadéra a salué en ce jour la décision du Parlement en disant qu'elle était courageuse et visionnaire et que le but de cette décision était de stabiliser le pays et de lui fournir de nouvelles opportunités.
Ce choix du Bitcoin représente un revirement radical pour le 6e pays le plus pauvre du monde en PIB par tête, et il se trouve qu'il a à voir avec la situation géopolitique dans laquelle se trouve la République centrafricaine. Celle-ci étant en effet perturbée depuis plusieurs années par une guerre intestine qui oppose des agriculteurs à des nomades et qui est notamment basée sur des ressources comme les diamants ou l'uranium. Donc cette guerre est divisée selon des lignes ethniques, selon des lignes religieuses, selon aussi des lignes géographiques, mais il ne faut pas oublier qu'elle fait aussi l'objet d'influences extérieures par des puissances régionales d'Afrique centrale et aussi par des puissances internationales qui ont des intérêts dans la région telles que la Russie ou la France. La République centrafricaine a eu pendant longtemps des liens privilégiés avec la France, qui a notamment envoyé des militaires pendant l'opération Sangaris, mais depuis la fin de cette opération, elle est défendue, en tout cas la faction du président, est défendue par des mercenaires du groupe russe Wagner. Et d'ailleurs, la Centrafrique est l'un des pays qui soutient le régime de Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine. L'un des buts de cette manœuvre est sans doute de réduire l'influence du franc CFA d'Afrique centrale sur la politique monétaire de la République centrafricaine. Cette monnaie étant vue, et le franc CFA en général, puisqu'il en existe une autre variante, étant vue comme une forme de colonialisme monétaire mené par la France. Et même s'il a été allégé même si les pouvoirs de la France sur l'impression et la diffusion de cette monnaie et la convertibilité aussi ont été allégés en 2019, c'est toujours vu comme une grande menace et comme une suppression de la liberté de certains pays d'Afrique. Cette décision, cependant, de donner cours légal au Bitcoin la met en porte-à-faux par rapport à d'autres puissances régionales, et notamment aux autres pays utilisant la même banque centrale, puisque celle-ci n'avait pas été informée du changement. Et ces pays font partie d'une alliance qui s'appelle la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le FMI, sans surprise, est aussi hostile à cette mesure, même s'il soutient dans d'autres pays, comme le Ghana ou le Nigeria, la création de monnaies numériques de banque centrale, qui sont similaires aux crypto-monnaies par bien des points, si ce n'est que la différence principale étant qu'elles sont centralisées et donc qu'elles ont un énorme potentiel de contrôle dystopique, puisqu'elles sont programmables comme des crypto-monnaies, mais qu'elles seraient contrôlées par un organisme étatique ou même, voire même international. Le sujet des monnaies numériques de banque centrale est très large, très important et mériterait un épisode complet. Mais il est important de mentionner qu'elles sont en train d'être développées dans tout un tas de pays, et notamment pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Et donc on en reparlera sûrement dans un futur proche, parce que beaucoup d'institutions encouragent aujourd'hui l'adoption et le développement de ces moyens d'échange. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de voir dans ce cas-là, c'est que la situation centrafricaine est une illustration assez concrète des enjeux géopolitiques qui sous-tendent et qui entourent l'adoption d'une technologie comme le Bitcoin et comme les crypto-monnaies, parce que cette technologie est disruptive, qu'elle change l'ordre en place, qu'elle change l'équilibre des forces, et que même si elle est technologiquement supérieure à d'autres formes de monnaie, comme on l'espère, cette démonstration a été faite dans les années précédentes, c'est pas dit qu'elle réussisse, parce que en effet certains acteurs installés ont sans doute même plutôt intérêt à la préservation du statu quo et à l'élimination de potentiels adversaires et de technologies qui détruiront potentiellement leur dominance. Et c'est notamment ce qu'on voit au Togo. Il y a eu une intervention assez intéressante pendant la conférence de Bitcoin Miami qui a eu lieu le mois dernier, où une activiste du Togo disait justement qu'il était particulièrement intéressant d'utiliser le Bitcoin, parce que dans ce pays-là où ils utilisent l'autre franc CFA, donc le franc CFA ouest-africain, eh bien le gouvernement utilisait leur contrôle de la monnaie comme une forme de rétorsion, de répression pour contrôler les activistes et les dissidents politiques. Et que donc dans ce cas-là, les crypto-monnaies sont un outil de liberté assez intéressant. Donc, affaire à suivre. Voilà qui conclut ce premier épisode. Merci d'avoir écouté la revue d'actualité Money Radar Crypto. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Si vous avez une question, vous pouvez la poser en commentaire et nous tâcherons d'y répondre dans le prochain épisode. À bientôt sur Money Radar Crypto.